Bon, salut les Rays, aujourd'hui ça va être une analyse d'une vidéo qui vient de sortir, donc c'est pas vraiment un réactu, mais c'est une vidéo qui va traiter du surréalisme sur une chaîne qui s'appelle L'Archipel, donc c'est une chaîne que je suis depuis des années, enfin depuis, pas des années, mais un certain temps déjà, qui parle de pas mal de sujets, surtout au niveau de l'autonomie, législation, habitat léger, etc. C'est vraiment très intéressant, c'est un gars qui va faire des petits reportages chez différentes personnes avec différentes approches et différents modes de vie. Et là aujourd'hui, bah, ça va traiter du sujet du survivalisme. Et donc dans cette vidéo, il va y avoir un intervenant, ça va être Joël, alors je sais jamais comment ça se dit, Schwermans. C'est un gars qui bosse dans un journal survivaliste. Il faut vraiment que je réagisse pardon, au contenu de cette vidéo parce qu'il y a pas mal de choses pour moi qui sont totalement fausses et sur lesquelles il faut apporter des précisions. Et voilà, allez c'est parti. Donc je vais lancer la vidéo, ça sera en x1,7 parce que ça fait 4-5 fois que je la fais. À chaque fois ça rentre pas dans la carte mémoire. Donc je le mets en vitesse maximale. Ça, de base, je voulais vraiment juste répondre à la vidéo sans la mettre derrière, mais ça va vous faire perdre encore plus de temps de la voir plus après de regarder ma vidéo. Vaut mieux mettre les deux en un, et donc vous allez entendre la vidéo qui sera en fond sonore, et je vais à chaque fois couper pour répondre et argumenter par rapport à ce qui est dit. Voilà, après, la vidéo la vidéo en elle-même est sans grand intérêt puisque on voit juste un gars face caméra assis dans les bois sur un tabouret, donc voilà, il y a rien de visuel. Salut les néo-autonomistes. Je vous présente une vidéo qui, je pense, va jeter un gros pavé dans la mare. En effet, le survivalisme est présenté sous différentes formes dans les médias mainstream, mais nous n'entendons pas ou peu d'experts à ce sujet. C'est à cette occasion que j'ai le plaisir de vous présenter Joël Scurman, rédacteur en chef du Survival Mag, à qui j'ai posé des questions que peu oseraient aborder. Ce contenu inédit vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Salut Joël, Joël Scurman, tu es rédacteur en chef du Survival Mag. Est-ce que tu pourrais éclairer un petit peu la lanterne des néo-autonomistes qui suivent la chaîne de l'Archipel depuis plus de 4 ans? On entend parler souvent de survivalisme des Preppers. Est-ce que tu peux te présenter déjà, s'il te plaît? Bonjour à tous, bonjour Brian et merci de me donner l'occasion de parler du survivalisme et de tous les autres mouvements qui sont autour. Je m'appelle Joël Scurman, je suis le conseiller rédactionnel du magazine Survival, qui est le guide de survie en milieu hostile, et donc qui est un magazine à destination des survivalistes, des preppers, des autonomistes et tous les noms qu'on peut leur donner par moment. Je suis conseiller rédactionnel, ça veut dire que je suis rédacteur en chef indépendant du magazine, donc j'en assure le contenu, j'en assure la construction, c'est un bimestriel qui commence sa 6e année, donc là le numéro 34 vient de sortir avec le thème du dossier, c'est déménager en milieu rural. Donc je suis le conseiller rédactionnel de ce magazine depuis 2019, novembre 2019, donc là c'est ma 3e année, et j'y suis arrivé après avoir contribué quelques mois pour le magazine. Donc moi j'écrivais des articles autour du secourisme dans les zones lointaines, en milieu hostile. Le secourisme, les premiers soins, la santé, c'est une matière qui intéresse beaucoup les survivalistes ou les autonomistes. J'ai donc écrit ce bouquin qui rentre dans la collection, puisque le magazine Survival a également une collection de livres avec des thématiques autour de l'orientation, autour du bushcraft, et le 3e livre c'était Secourir en zone hostile, un livre que j'ai Bon, le écrit gars pour il cette collection. présente J'ai également ses écrit trucs. des guides pratiques de terrain autour de cette thématique, C'est l'invité, il peut se situation le dégradée, qui a été permettre. traduit en anglais. Et suite à l'écriture de ces livres pour le magazine, le directeur de publication, Laurent Berafato, m'a proposé d'en reprendre la direction, puisque à l'étude de mon parcours, moi je suis un ancien commando parachutiste, puis j'ai fait pas mal d'expéditions en montagne, également en désert, en jungle, et donc avec tout ce parcours, il lui a semblé que j'étais une bonne personne pour parler des différents lieux, la manière d'y survivre, la manière de s'y préparer. Bon, déjà par rapport à ça, on sait que le mec est quand même pas mal calé en secourisme en milieu hostile, donc il sait de quoi il parle, vu que c'est un ancien commando para d'après lui, enfin d'après ses dires, et qu'il a fait pas mal d'expéditions, etc. Donc bon, là-dessus, on sait que le gars est quelqu'un de sérieux. Donc attention, cette vidéo, c'est pas à charge de ces personnes-là, de cette chaîne-là, j'ai aucun souci avec eux. C'est juste que le fond de la vidéo me dérange profondément parce que ça véhicule de fausses idées. 2019, j'ai assuré une bonne douzaine de numéros du magazine. On y a abordé plein de thématiques différentes. Et le premier numéro que j'ai assuré, c'était la catastrophe de Rouen, qui pour moi donnait plein sens finalement à ce job, à celui de parler de la préparation des populations, préparation des individus pour des catastrophes, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient naturelles ou autres. Lors d'une dernière conférence, j'ai été invité par l'Association des maires de France pour le département du Lot, et de nombreux maires sont venus poser la question en fin de conférence pour me demander ce que je pensais du survivalisme. Et je leur disais que moi, historiquement, je connaissais pas trop l'histoire du survivalisme. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est le survivalisme et d'où nous vient le survivalisme? Donc là, ça va être très intéressant. Il faut vraiment mémoriser tout ce qui va être dit. Dans tous les cas, je vais refaire un petit récap. Dans ces cas-là, moi, plutôt, la personne, je leur pose la question de, pour vous, qu'est-ce que c'est que le survivalisme? Souvent, c'est plutôt, c'est mieux de le faire dans ce sens-là pour comprendre et déconstruire leurs idées.
Si on tombe d'accord sur le mot survivalisme ou survivaliste et qu'on lui attribue une définition propre d'une manière d'agir, d'une manière d'être, on peut dire que le mouvement survivaliste ou la manière d'être survivaliste est né dans les années 60-70 aux États-Unis. Le terme en lui-même, il va naître plus tard. Le terme survivaliste, il va naître en 75 c'est un gars qui va pondre ce mot dans une revue qui s'appelle The Survivor, le survivant, et c'est Kurt Saxon qui va le premier définir ce mot, ou en tout cas énoncer ce mot survivaliste. Mais quant au mouvement lui-même, il faut reporter ça à l'histoire des États-Unis. Dans les années 60-70, on est sur un fond de crise économique assez compliqué avec des troubles sociaux importants et également en pleine guerre froide avec l'Est et la menace d'une guerre atomique. Tout ce contexte, mélangé également à une crise écologique, les écologistes sont très actifs dans les années 60-70 aux États-Unis. Ils se rendent compte que la construction de barrages hydroélectriques importants, ils se rendent compte que les réserves dites naturelles qui sont en train de se constituer aux États-Unis sont une vraie menace pour l'écologie. Donc c'est vraiment très très important de mémoriser sur quoi, sur les fondements de la création de ce mouvement. Donc on est dans une période de guerre, une période avec des crises écologiques, des crises économiques, des crises sociales avec des émeutes, et un risque de guerre nucléaire avec les Russes et la Chine. Au milieu de tout cette espèce de marasme, de remise en question finalement de la société de consommation, de la société de développement, certains individus Donc on parle bien d'une remise en question de la société de consommation, c'est très important aussi pour la suite. On est un retour à la campagne dans le but de se préparer à d'éventuelles crises. Crise suite à un conflit atomique, crise liée à la dépréciation du dollar avec cette crise financière, également le fait que les villes sont, selon certains individus à ce moment-là. Donc se préparer, je traduis, hein, se préparer d'un conflit atomique, c'est-à-dire une guerre nucléaire et une possible invasion d'un autre pays dans le pays dans lequel on habite. Des endroits où l'air est empoisonné, l'eau est de plus en plus mauvais goût, il y a de plus en plus de produits chimiques dedans, et donc il va y avoir un mouvement de personnes qui vont s'élever pour prôner un retour dans les campagnes, et il faut, selon ces personnes, se préparer. Se préparer à quoi? Se préparer à des crises au niveau de la nourriture, à cause de l'empoisonnement de la nourriture par les pesticides, par les produits chimiques, à cette guerre atomique potentielle avec les Russes, et puis il y a notamment de troubles sociaux avec des émeutes importants qui se passent dans les années 60, qui vont également mettre un climat d'insécurité dans les villes. Et ce mouvement, on peut dire que donc c'est aussi basé sur un climat d'insécurité et donc de besoin d'autodéfense. La naissance réellement des premiers survivalistes. Le mouvement écologique de l'époque va inventer un mot pour parler de ça, il va parler de retraités. Ils vont pousser des gens à l'idée. Ils vont leur pousser l'idée qu'en réalité, il faut se retirer, donc il faut faire une retraite des villes pour les campagnes. Et dans ces campagnes, il faut réapprendre à être autonome, à cultiver, à purifier son eau, à pouvoir faire des stocks alimentaires, à chasser, à se défendre. Des réseaux solidaires, etc., etc. Et ce terme retraité va très très bien fonctionner pour la plupart des gens avec un esprit plutôt pacifique. Mais il y a toute une mouvance de personnes. Donc là, il faut bien mémoriser ça pour les gens avec une approche pacifique. Alors déjà, il faut bien différencier le pacifisme de la non-violence. Tu peux être pacifiste, mais pas forcément non-violent. Vous regardez les Suisses, ce sont des pacifistes. Ils ont quasiment jamais fait de guerre, mais pourtant, ils sont extrêmement armés. Plus agressifs, qui vont considérer que ce terme de... Je reviens. Etc., etc. Et ce terme retraité va très très bien fonctionner pour la plupart des gens avec un esprit plutôt pacifique, mais il y a toute une mouvance de personnes plus agressives qui vont considérer que ce terme de retraité est quelque chose qui est plus proche de la couardise finalement que de l'acte d'opposition. Donc là, il va y avoir quand même une petite... Donc, le survivalisme est basé sur la remise en question du système de consommation, d'un risque de guerre, d'un risque d'émeute. Donc je pense qu'à l'époque ça devait être racial, d'un risque de pillage, donc d'une invasion ennemie par la Russie, mais également une opposition au mouvement écologiste qui est trop pacifiste. Et donc l'opposition du pacifisme, c'est l'agressivité, c'est ce qu'il est en train de dire. Et donc le survivalisme est basé sur ça. Au départ du mouvement survivaliste, une petite notion politique où ces gens veulent s'opposer. En plus de ça, saupoudré d'une notion politique. En fait, à ce qui est en train de se passer, c'est à savoir la pollution généralisée, des conflits, des décisions politiques qui entraînent des conflits importants potentiels, tels qu'un conflit atomique, etc., etc. Et eux ils vont pas apprécier ce terme de retraité qui colle très bien peut-être aux écologistes de l'époque. Et c'est là-dessus que Kurt Saxon va trouver ce nouveau terme survivaliste. Et donc on peut réellement dire que le mouvement survivaliste, ou la manière d'être survivaliste, naît à cette époque-là. Et donc, d'après ce que j'ai compris, là, d'après ce qu'il a dit, les mouvements sociaux, les mouvements, les émeutes, etc., font que c'est également un mouvement politisé, et que c'est à cause de ce genre de scénario, de choses qui se passent dans le pays, que ça devient politisé. Très important. Il y a quelques mois, à le vent en poupe, notamment à cause
cause ou grâce à la crise sanitaire, on s'est aperçu qu'une rupture de la normalité pourrait arriver. Et récemment, des députés écologistes ont déposé un projet de loi pour encadrer le survivalisme, notamment les stages de survie. Je voulais savoir s'il existe une plateforme ou un moyen de savoir si des stages sont sérieux ou pas. Alors là, c'est très intéressant. Des écolos, donc reprenons ce qui est dit juste avant, il y a une séparation, les écologistes, les survivalistes. Et là, d'un coup, les écologistes, ils veulent encadrer les survivalistes. Mais les deux sont différents. Les deux se sont séparés et se font face, se font front, parce qu'ils n'ont pas du tout la même approche. L'un, c'est juste l'écologisme, et l'autre, c'est vraiment la préparation pour tout et n'importe quoi, que ce soit les conflits, les émeutes, la pollution, etc. etc. Donc là, ça va être super important pour la suite. Survivalisme englobe toute une... Et là, il part directement sur le côté marketing. Mais comment trouver un stage, un bon stage de survie? Comme si le survivalisme aujourd'hui ne se réduisait qu'à des stages. Savoir s'il existe une plateforme ou un moyen de savoir si des stages sont sérieux ou pas. Le survivalisme englobe toute une série de savoirs et de savoir-faire. Et effectivement, à l'instar du reste des activités commerciales de cette planète, le survivalisme a connu une recrudescence et une augmentation sensible de l'offre, des choses qu'il est possible de faire, des stages, des formations, qu'elles soient en ligne, qu'elles soient présentielles, des stages au bout du monde, des stages juste à côté de chez nous en France. Et il y en a effectivement vraiment beaucoup. Bah oui, parce que c'est un créneau qui est de plus en plus exploité, parce qu'il voit qu'il y a c'est un filon, dans lequel il n'y a quasiment pas de business, et ça a explosé parce qu'il y a de la demande, parce que derrière il y a des réels besoins. Il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas encore grand-chose, il y a une quinzaine d'années, il n'y avait quasiment rien, et aujourd'hui, il y en a à foison, et je comprends le sens de ta question. Et pourtant, à l'époque, les premiers survivalistes, ils étaient beaucoup plus préparés qu'aujourd'hui, et ils n'ont pas eu besoin du business de la survie pour bien se préparer à une guerre atomique et à des émeutes. Et c'est là qu'on voit totalement la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a une approche complètement commerciale de la chose, alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus une préparation, ou même dans les fondements même de l'ADN du survivalisme, c'est l'autonomie. Et bah, l'autonomie, t'es censé dépendre que de toi-même, ou à la rigueur de quelques autres personnes. Mais je trouve que C'est c'est un effectivement peu... très difficile aujourd'hui de savoir quoi choisir et avec qui être accompagné. Et de plus, les affaires récentes, ou en tout cas notamment le cas de cet empoisonnement qui a eu lieu sur un stage de survie l'année passée, compliquent les choses, puisque ça jette finalement l'opprobre sur la totalité des personnes qui organisent les choses, alors que... Mais on s'en fout des personnes qui organisent des choses. Enfin, je comprends pas le problème là. Ils veulent se faire du blé là-dessus. Bah, tant mieux pour eux. Mais le survivalisme, ça ne se réduit pas qu'à des stages de survie qui vont t'apprendre à faire des étincelles avec un caillou pour allumer un feu. Enfin, plein de gens font du bon boulot, et puis comme dans n'importe quelle autre corporation, il y a... alors là, pourquoi ils parlent de corporation? Le survivalisme est une corporation? Enfin, je comprends pas. C'est censé être une approche, une philosophie, un but. Je comprends pas en quoi c'est déjà ça ne se réduit qu'à un business, et que ça devient une corporation. Je ne comprends pas là. Des gens qui sont moins compétents, voire pas compétents du tout, voire carrément des charlatans. Et il est assez difficile aujourd'hui... Bah oui, c'est comme partout, c'est que voilà, il y a eu beaucoup de demandes, et donc de notre côté, il y a beaucoup de gens qui proposent plein de tout et n'importe quoi. Mais c'est bien le souci. Pouvoir différencier les choses. Le survivalisme en France, c'est pas le même survivalisme qu'aux États-Unis, puisque... Alors là, le survivalisme en France, c'est pas le même qu'aux États-Unis. Du survivalisme, c'est le survivalisme. Enfin, je sais pas. Surtout que le survivalisme a démarré en Amérique. Donc, y a pas, je ne vois pas comment il peut y avoir plusieurs types de survivalisme. Une émeute, que ce soit aux États-Unis ou en France, ça reste une émeute. Une guerre, ça reste une guerre. Une pandémie, ça reste une pandémie. Si tu crèves la faim, tu crèveras la faim partout, pareil. Si tu te fais attaquer, une attaque, c'est une attaque. Enfin, je ne vois pas pourquoi ça serait différent. Un Français n'est pas un Américain. Un Français n'est pas un Américain, oui, mais ça n'empêche que les risques sont les mêmes. On va dire que certains gars assez solides ont fait beaucoup pour faire avancer les pratiques, la pensée même survivaliste, la pensée des personnes qui se préparent à diverses choses. On aura le temps de développer un petit peu plus tard à quoi ils se préparent. Oui, sauf que le côté philosophie de vie et
le développement de la pensée, il ne va pas du tout en parler. On va uniquement parler que du côté marketing là, pendant Comment il se 40 prépare, qu'est-ce que minutes. ça veut dire se préparer, mais il faut évidemment, on peut pas ne pas citer un gars comme Vol West qui habite dans le Montana aujourd'hui et qui depuis une quinzaine d'années promeut une certaine forme de survivalisme qu'on pourrait parler également d'autonomiste, donc à savoir comment se réapproprier toute une série de savoirs et de savoir-faire pour se... Donc Vol West, c'est un survivaliste autonomiste. Bah ouais, mais par rapport à ta définition du survivalisme, un survivalisme est par essence un autonomiste. Donc c'est comme dire c'est un cycliste qui fait du vélo. Enfin, un survivaliste est forcément un autonomiste. rendre non pas absolument indépendant des autres, clairement pas, mais plutôt autonome dans sa manière de faire et complémentaire au savoir-faire des autres. On peut pas non plus faire l'économie d'un gars comme David Maniz et de son site. On Je connais trouve pas. des infos sur Internet. C'est quelqu'un qui est là depuis le début, qui fait du travail sérieux. À partir du moment où vous vous adressez, où vous suivez les conseils de ces gars qui sont dans le paysage survivaliste français depuis le début, ou un autre gars comme Denis Tribaudot, vous pouvez pas vous tromper. Ces gars font un travail sérieux. Ils le font depuis longtemps. Ils savent de quoi ils parlent. Par contre, évidemment, ça a créé une myriade de personnes autour qui ont été formées ou qui se sont inspirées de ces pionniers et qui proposent des choses qui peuvent être parfois très bonnes ou parfois très mauvaises. Alors ça, je trouve que c'est bien qu'il ait dit ça, et je veux rebondir là-dessus, que Vol West et d'autres personnes ont influencé d'autres personnes qui se sont mis à faire du contenu, etc. sur Internet. En bien ou en pas bien. Mais justement, c'est très bien que des gens fassent des contenus, du bon contenu gratos sur Internet, et des gens fassent du mauvais contenu sur Internet. Parce qu'il y a qu'en se trompant qu'on apprend. Et moi, le premier, par exemple, là, pour reprendre un exemple, j'ai fait une vidéo au tout début sur des appareils infrarouges que j'avais achetés. Et j'avais commis des erreurs dans mes explications. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui est venu me corriger. Et c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre et donc m'améliorer. Et il est difficile aujourd'hui de choisir un bon stage, à l'exception de s'adresser à ces Et personnes. pourquoi il parle forcément de stage? Tu peux apprendre de différentes manières. Tu peux faire de l'échange de connaissances. Tu peux échanger un coup de main contre un apprentissage. Enfin, je ne comprends pas pourquoi il faut forcément passer par du stage et donc par du business pour apprendre. Qu'on va dire historique de ces savoirs. Comment est-ce qu'on peut déterminer si un stage est un bon stage ou pas? Fatalement aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut quand même avoir et Internet une bonne idée de ce qui a laissé une bonne impression ou une mauvaise impression. Donc là, on est vraiment en train de parler d'un produit. C'est comme si vous cherchiez un avis sur un téléphone ou un vélo. Aux anciens participants. Ensuite, on peut lire des mags, notamment évidemment Survival, qui est le seul magazine qui traite du survivalisme en France, en Belgique et en Suisse, dans lequel on fait fréquemment des retours d'expérience sur certaines formations auxquelles nos Sinon, il y a des gens qui font des rétextes très concrets sur Internet, et ça coûte 0 €. Suite à la proposition de loi justement pour encadrer les différents stages de survie. Alors là, ça va devenir excellent. Une action a été entreprise par certains des personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc notamment David Maniz, Tribaudot et d'autres gars encore qui sont là depuis très longtemps. C'est le cercle de survivologie. Et ce sont des personnes qui se sont donné la vocation de se réunir dans ce cercle de réflexion autour de comment améliorer les pratiques lors des stages de survie, comment améliorer l'encadrement, etc., et en faire une vraie filière professionnelle. Je pense que c'est... Donc là, il est en train de dire... Les personnes sont impliquées également en tant que consultants, ou en tout cas comme personnes avec avis consultatoire sur ce texte de loi. Et aujourd'hui, ce texte fait son bonhomme de chemin. Alors, on aura chacun son avis ou pas sur la nécessité de tout réglementer, de mettre une loi sur absolument tout ce qui régit l'activité humaine. Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il pense de ça. Je pense que le meilleur moyen aujourd'hui de ne pas se planter sur un stage de survie, c'est de s'adresser à des gens qui ont de l'expérience. Donc là, il est en train de dire concrètement que certaines personnes du milieu survivaliste sont en train de travailler et ont passé des accords avec les partis écologistes. C'est eux qui ont voulu commencer à encadrer cette pratique. Mais historiquement, je rappelle encore une fois qu'il y a eu la séparation entre les écologistes et les survivalistes. Donc là, c'est un peu... je pense que c'est pas pour nous filer un coup de main qu'ils font ça, c'est au contraire pour nous foutre des bâtons dans les roues et pour aussi se faire de la maille sur les activités survivalistes. En soi, que des gens fassent des stages et qu'ils se fassent de l'argent là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais je pense qu'il faut quand même pas oublier que le partage du savoir, c'est avant tout le partage, le vrai partage gratuit où on va chacun échanger des connaissances et non pas payer pour être formé. Je dis pas qu'il faut pas faire de stage, il y a peut-être des trucs bien spécifiques où il faut se former, mais il faut pas résumer le survivalisme et l'apprentissage que par du stage. Sur lequel on peut...
Et donc, ça veut dire que là, ces gens-là bossent plus ou moins directement ou indirectement avec ces partis politiques pour encadrer notre pratique. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est qu'une pratique? Qu'est-ce qu'un stage survivaliste? C'était Vic, tiens, qui disait ça. En soi, vu que le survivalisme est basé sur de l'autonomie, est-ce que de l'apiculture, c'est du survivalisme? Enfin, on peut mettre tout et n'importe quoi, encore une fois. Et pour moi, c'est juste pour le côté financier et pour surveiller, encadrer, fliquer, réglementer des activités qui n'ont pas à être réglementées. Un retour d'expérience, soit à travers des articles dans le magazine ou sur des forums ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas un label, une manière claire aujourd'hui qui va vous assurer que vous êtes chez un professionnel reconnu ou pas. Mais là, on parle de quoi? On parle d'un service vraiment, j'ai l'impression à chaque fois qu'on est en train de parler d'un produit. En 2019 à la Survival Expo, et je te cache pas que j'étais vraiment étonné parce qu'on était très loin du cliché qu'on essaye de nous présenter du survivaliste avec le treillis, la machette, le mec crâne rasé un peu énervé. C'était très familial et je voulais avoir toi ta vision du survivalisme en France. À quoi ça ressemble le survivaliste ici? Alors effectivement, quand on se balade au salon du survivalisme et de l'autonomie qui a lieu à Paris toutes les années, le salon duquel le magazine n'est pas le créateur de ce salon mais est partenaire historique depuis sa première édition, on est surpris de voir quand on déambule dans les allées de ce salon qu'en réalité le public qui traîne là-bas n'a rien à voir avec le gars crâne rasé, treillis militaire et Kalachnikov en bandoulière. Au contraire, c'est un public très familial avec des gens de tous horizons, de tout âge. Mais c'est juste pas comme ça parce que c'est juste pas légal de se trimballer armé. C'est juste ça en fait qui ne comprend pas. Mais croyez-moi que la plupart des survivalistes, s'ils pourraient se balader armés H24, ils le feraient hein, sans hésitation. Des personnes plus âgées et on est surpris d'être, en tout cas quand on est un observateur extérieur, d'être finalement aussi loin du cliché du preppers à l'américaine qui est également un cliché. Mais le preppers à l'américaine, ça veut rien dire. Un prepper, c'est un prepper, c'est un survivaliste, c'est un survivaliste. Faut arrêter de dire le survivaliste, les survivalistes américains, ils ont les mêmes problématiques que nous. Hein. Même là-bas, même si effectivement ça existe, ça ne représente pas la totalité des autonomistes ou survivalistes. Ça ne représente pas la totalité des autonomistes et donc, par conséquent, d'après sa logique, ça ne les représente pas du tout. Donc en gros, c'est comme si je disais 90% des gens ont un bracelet bleu, mais vu que 100% des gens n'ont pas un bracelet bleu, personne n'a de bracelet bleu. Quasiment personne n'a de bracelet bleu. Voilà ce qu'il est en train de dire là. Peu importe comment on les appelle. Et effectivement, le survivalisme à la française et plus généralement à l'européenne est plus un survivalisme d'autonomie, d'autosuffisance que réellement un survivalisme de preppers en préparation pour la post-apocalypse ou une attaque de zombies quelconque. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Attends, mais... Quoi? Attends, le survivalisme, c'est un mouvement qui vient de base de l'Amérique, des États-Unis, pendant une période de conflit armé, d'une possible guerre civile, d'un effondrement de la société, que ce soit au niveau financier ou même au niveau des personnes, au niveau social. Et là, il est en train de dire que ça n'a absolument rien à voir et que les survivalistes français et européens sont plus dans l'idée de devenir des autonomistes que de se préparer à un conflit. Non, mais vu que c'est basé sur l'autonomie, c'est forcément des autonomistes. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et bien sûr que si, on se prépare éventuellement à des événements très, très graves qui peuvent survenir dans le pays. Dans un salon comme le salon du survivalisme et de l'autonomie et de la résilience, comme une guerre. C'est son nom complet aujourd'hui, vous allez rencontrer de tout, vous allez rencontrer des formations aussi bien pour apprendre à faire son fromage soi-même ou ses vêtements soi-même, comme pour apprendre à réparer des choses, du matériel électrique cassé, vous allez avoir des gens qui vous proposent des panneaux solaires, des systèmes de purification d'eau, et on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment surpris en tant qu'observateur extérieur, finalement de la pluralité. Plutôt produit, je devrais plutôt dire produit que business, parce qu'au final tout est du business dans le monde. Personnes qui sont là et des centres d'intérêt. Il y a effectivement des marchands de couteaux, le couteau c'est simplement un outil qui sert à couper et qui sert à faire un tas de boulot soit et à se défendre ou sur un campement. Il n'y a pas spécialement de marchands d'armes et ici. Ah, parce qu'un couteau c'est pas une arme. Et il y en a juste très peu parce que c'est juste comment dire, c'est juste un truc très sensible et c'est très compliqué je pense d'avoir un stand qui vend des armes à feu sur un salon. C'est pas un salon sur la sécurité, donc c'est censé être tout public. Ça m'étonnerait que tu puisses comme ça avoir plein de stands d'armes à feu comme ça dans le salon. Pour moi, ça semble très compliqué, surtout vu la mentalité du gouvernement français et de la mentalité des gens en général.
ça risque juste de faire peur aux gens. Encore une fois, parce que les gens de maintenant sont débiles par rapport à ça. Mais voilà, je trouve ça On a, débile. c'est peut-être voilà, peut-être une enseigne, parce que la réalité, c'est que l'arme à sécurité fait également partie de l'autosuffisance, en n'étant clairement pas le point central d'un schéma de préparation. De quoi? La protection individuelle, et c'est pas du tout le point central de la préparation? Bah si, en fait, ça m'étonne même qu'un ancien para dise ça, mais à mon avis, c'est juste pour pas effrayer les gens. Parce qu'encore une fois, si on commence à parler de choses sensibles comme les armes à feu, ça peut très vite faire partir les gens. Et donc, bah, ça fait perdre de l'argent derrière à d'autres personnes. Mais si, bien sûr que si, c'est la préparation numéro une, parce que t'as beau avoir la plus belle batte que tu veux, avec des milliers d'hectares de terrain cultivable, l'eau à profusion, tout ce que tu veux, tout le confort. S'il y a un moindre abruti qui vient avec un fusil et que t'es pas préparé pour la défense, bah, tout ce que t'as fait, ça servira à rien. Si on te plombe, ta préparation, elle a servi à rien. Donc non, la protection, la préparation au niveau de sa défense, c'est la première chose à faire. Et c'est le point central. Et ça peut même servir de monnaie d'échange. Ce qui va coûter, on va y revenir tout à l'heure sur le fait d'échanger des choses, parce que vous allez voir, Il n'y a pas un survivaliste ou un il va dire des choses plutôt rigolotes. autonomiste sérieux qui va vous dire que se préparer à se défendre, s'armer et faire un gros stock de munitions est tout en haut de sa to-do list de son projet d'autonomie. Bah si, bien sûr que si. Si tu le mets pas tout en haut, ben tout le reste s'effondre en fait. Parce que si tu ne peux pas protéger tes biens, si tu ne peux pas protéger ta vie et donc ton savoir, eh ben tu meurs et donc tout ce que tu as fait n'a servi à rien. Il est clair que votre sécurité, comme dans la vie de tous les jours, elle va intervenir dans ce projet de préparation. Oui, sauf que c'est pas comme dans la vie de tous les jours. Bon, même si dans la vie de tous les jours, on n'est pas forcément très protégé par le gouvernement, hein. Il suffit de voir le nombre de gens qui sont poignardés, égorgés, décapités, tués par arme à feu, pour voir que c'est pas vraiment le cas. Mais justement, dans ce genre de circonstances, il faut encore plus être vigilant par rapport à ça. Mais ça va être très probablement si pas une de vos dernières priorités, une priorité lointaine. On va travailler avec les besoins les plus importants en amont, et cette caricature du survivaliste surarmé qui fait une obsession sur sa défense personnelle et sur son retranchement dans un événement quel qu'il soit, en réalité elle n'existe pas ou que très peu. Bah si, c'est la première chose à faire. Enfin, dès qu'il y a un danger, tu fais un retrait dans un point stratégique où tu te sens protégé et que tu peux protéger. C'est la base. Une BAD, c'est le principe même de la BAD. Et on peut dire que le mouvement en France, moi, là je digresse un peu, mais j'ai le magazine par exemple depuis 2019. Dès qu'on a mon premier numéro, il a été consacré à la catastrophe de Rouen. Il y avait en parallèle les Gilets jaunes. Ensuite, on a eu très rapidement la crise Covid. Donc là, je suis à la tête du magazine depuis plus de 2 ans. On a déjà 3 événements majeurs. En plus, oui, qui ont engagé, qui ont fait aussi des violences, hein, le Charlie. Dans les magasins, les gens qui se tapent dessus, dans la rue, les pillages pour du gel hydroalcoolique, ce genre de choses, si, je peux vous le dire. Même là où j'étais, ça commençait à être craignos, c'était très très tendu. Il n'y a pas eu de débordement, mais c'était tendu, et je peux vous dire qu'en face, ils n'avaient pas des pistolets à billes. on peut ajouter à ça des inondations qui ont coupé entièrement des villages de la circulation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Des chutes de neige très importantes, je me souviens, dans l'hiver 2019-2020, qui ont également coupé des villages pendant plusieurs jours, qui n'avaient plus d'électricité, plus d'accès à la ville la plus proche et donc aux approvisionnements. Tout ce contexte a clairement démontré à beaucoup de personnes que finalement, l'idée de simplement retourner sur ce que 2 générations avant on faisait, à savoir simplement être prêt à ce genre d'éventualité. Donc vous remarquez que là-dedans, il n'y a aucun attentat, il n'y a aucun combat, il n'y a pas de menace où on doit sortir les armes, il n'y a rien de tout ça. Ces éléments-là, qui sont réels, donc on ne parle pas d'une projection fantasmagorique, ça s'est passé en 2 ans, pourrait donner naissance. Mais quoi? Il est en train de dire que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ne se préparaient pas à une éventuelle guerre. Bah non, parce qu'en fait, ils vivaient cette guerre. Ils avaient prévu ça bien avant, et on avait déjà des stocks d'armes bien avant la guerre. Et c'est grâce à ça qu'on a pu résister. Donc il faut arrêter de dire que on ne vit pas une période où il y a une possibilité d'avoir une guerre, où il n'y a pas des attaques, des attentats dans notre pays. Si, c'est des choses très concrètes, et il faut prévoir ça aussi. À des personnes qui se disent, visiblement ça arrive, et c'est peut-être pas mal de se préparer. C'est complètement naïf de dire que ça n'arrivera pas. On le voit que ça arrive déjà, donc ça va juste s'amplifier.
faire face à ça. En plus, on pourrait dire que le survivaliste le plus connu de France, c'est l'État lui-même, puisque quand on va sur son site sur le site gouvernemental, Ouais, l'État, il n'a pas un moyen de se protéger. C'est les armes, c'est l'armée, c'est la gendarmerie, c'est la police. Sans eux, lors d'un effondrement, ils disparaîtraient. Donc c'est la base. risque.fr ou gouvernement/risque.fr, je ne sais plus, le ministre de l'Intérieur, via son ministère, nous explique clairement comment et pourquoi il faut se préparer à certains risques. De mémoire, il parle de risques industriels, de risques naturels, de risques attentats, de risques De risque attentat, il le dit quand même. Hein. Une fois, il le dit, mais il le dit. De centrales nucléaires, il parle de tout ça, il parle de comment il faut se préparer un kit d'urgence au cas où on se déplace en montagne, sur les routes montagneuses en hiver. Donc finalement, le premier survivaliste ou le premier guide de survie... En fait, c'est exactement la même préparation qu'à l'origine. Une centrale nucléaire, c'est le même résultat qu'une guerre nucléaire. Des attentats, c'est le même résultat qu'une guerre, tout court, ou que des émeutes. Donc, c'est exactement les mêmes bases. De France, c'est le ministère de l'Intérieur qui... Donc même en essayant d'esquiver ce genre de sujet, au final, il retombe dans le... Au final, il prouve que si, il faut se préparer à ce genre de circonstances, de situations. Donc est-ce qu'en appliquant ces consignes, est-ce qu'en ayant le bon sens finalement de nos ancêtres, qui avaient toujours des réserves de nourriture, qui avaient des réserves de bougies... de fusils aussi dans le grenier, de bougies, tu crois qu'ils mangeaient des bougies? Ils en avaient rien à taper des bougies. La priorité, c'était à bouffer. Bouffer, chasser, se défendre. Et de toute une série de choses, on entreprend quelque chose qui semble si anormal. Non, et je pense que de plus en plus de Français se rendent compte de ça, que l'effondrement momentané de la normalité qu'ils connaissent, avec tout le confort auquel on a accès aujourd'hui, il est possible, il est tout simplement possible, et que c'est pas mal de s'y préparer, non seulement pour... Et il engendre des pillages, et donc des attaques. Mais pour les siens aussi, pour ses voisins, de créer des réseaux entre nous. On est prêt à s'entraider dans un village de haute montagne si les choses ne se passent pas comme prévu après une tempête de neige. Même chose dans un embouteillage interminable ou dans lequel on reste bloqué en hiver. Oui, tu vas l'aider ton voisin en voiture. Une couverture, peut-être un peu de boisson, quelques barres de céréales dans son coffre et deux, trois autres objets qui peuvent être utiles à ce moment-là. C'est ni de la paranoïaque, ni extrême de se préparer de cette manière-là. Et dans le paysage français, la plupart des survivalistes sont dans cette démarche-là, à savoir se préparer le jour où ils se retrouvent simplement dans une situation anormale qui dure 1 heure, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Non, et plus on avance on ne se prépare pas qu'à être bloqué dans un embouteillage, il faut arrêter. À pouvoir non seulement se secourir soi-même ou se débrouiller soi-même et même fournir de l'aide aux autres personnes de notre... Alors je trouve ça très intéressant, se secourir soi-même. Ok, à part les accidents de la route ou ce genre de choses, quels sont les gros risques actuellement? Les attentats. Et donc on en revient aux mêmes choses. Encore une fois, ça tourne en boucle. Là je m'attaque à une question compliquée. Souvent on dit les survivalistes ce sont des personnes d'extrême droite. Et moi ma question, je voudrais savoir si c'était pas le fait de les mettre, de les caser vraiment à l'extrême droite, c'est pas le fait de décrédibiliser ce mouvement, ou alors c'est à cause des médias mainstream. Mais on s'en fout qu'ils soient crédibles ou pas aux yeux des médias, on n'en a rien à taper. On n'a jamais attendu l'accord des médias pour faire ce qu'on fait. Hein. Qui nous matraquent en nous disant qu'il y a des flux migratoires importants, notamment dus à des flux migratoires climatiques ou dus à des guerres. Et je voulais savoir si ça pousse les gens à se radicaliser. C'est une question intéressante, mais c'est une question réellement casse-gueule. Après, je pense que pour faire vraiment bref, et puis je développe un peu, je pense que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Les attentats n'ont rien à voir avec les flux migratoires. Non, 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 non. Les attentats, la possible guerre religieuse ou raciale, non, bah non, non, non. C'est l'imagination. En réalité... moi, je ne suis pas un survivaliste dans l'âme depuis 20 ans. Par contre, je peux dire que j'ai toujours eu l'attitude d'un survivaliste. Donc déjà... Pour un para, il devrait le savoir, la raison, hein, les liens qu'il y a entre tout.